Déjà commencer la présentation. Donc, c'est un webinaire sur la protection des océans et en particulier sur la responsabilité de la France par rapport à ses responsabilités, par rapport à la situation internationale. Nous avons trois participants à ce webinaire. Daniel Poli, qui est biologiste français et canadien et spécialiste en écosystèmes marins, qui travaille au Canada. Pardon, on va ensuite continuer avec Géraldine Guillemot-Picoc, qui est conseillère des Français de l'étranger, guide en réserve marine, qui habite en Nouvelle-Zélande et aussi d'ailleurs euh, élue à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et on a Mathilde Olivier, qui est notre sénatrice des Français établis hors de France, qui vont intervenir euh, pour vous parler des problèmes des océans. Alors, très rapidement, je suis co-secrétaire des écologistes hors de France et je vais, en quelques mots, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous parler de notre région des écologistes hors de France. Donc, la région hors de France regroupe tous les Français qui habitent hors de la France, dans tous les pays du monde, de la Nouvelle-Zélande jusqu'en Amérique. On est regroupé en 12 groupes et on est environ 500 membres dans tout le monde hors France. On a des élus au niveau local et national. Donc, par exemple, Géraldine Guillemot-Picoc est un exemple de nos élus, puisqu'on a des conseillers, des Français qui sont élus au niveau local et qui représentent les Français auprès des consulats et auprès des institutions françaises à l'étranger. Pardon, on a aussi des élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, dont Géraldine Guillemot-Picoc est aussi membre. Et enfin, on a des élus au niveau national, dont deux sénatrices, Mathilde Olivier, qui est présente ici avec nous aujourd'hui, et Mélanie Vogel. Ces personnes sont élues grâce à nous et profite très rapidement pour vous dire que dans un an, il y a des élections consulaires qui sont très très importantes pour les Français de l'étranger et où on pourra élire justement nos conseillers euh, et conseillères. Et donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'oubliez pas que vous pouvez participer, nous faire signe si vous voulez nous aider, si vous voulez vous présenter, etc. C'est l'occasion de le faire et on vous donnera à la fin de ce webinaire les liens pour pouvoir euh, nous rejoindre, nous simplement si vous êtes intéressé par notre mouvement. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de l'océan? Parce que d'une part, les Français, à l'étranger, il y en a beaucoup qui sont touchés, qui vivent près de l'océan et donc qui sont touchés par la problématique directement. Ça permet aussi, d'une part, aux Français de pouvoir diffuser des bonnes pratiques là où ils habitent, mais aussi de pouvoir porter la parole des expériences que eux-mêmes, elles-mêmes connaissent dans leur région et ça peut apporter quelque chose, bien sûr, à la France et Géraldine en sera un exemple. Et en parler, ça peut permettre de construire une dynamique internationale, puisque c'est vraiment les océans, c'est vraiment quelque chose de global qui touche absolument tout le monde à travers la planète. Et ensuite, on a une élue en particulier, Mathilde Olivier, mais d'autres élus aussi qui travaillent sur ce point très important. Et bien sûr, et nous avons dans très peu de temps la conférence des océans qui est organisée par les Nations Unies à Nice et Mathilde Olivier va proposer une loi au Sénat sur les océans, mais elle nous en parlera beaucoup mieux elle-même tout à l'heure. Voilà, je vous ai présenté le thème de notre webinaire et je voulais juste, avant de passer la parole à nos intervenants, vous rappeler que vous pouvez poser des questions pendant le webinaire, soit avec le chat, soit
boîte Q&A que vous avez en bas de votre écran. Donc, je vais donner la parole aux intervenants et à la fin, je prendrai vos questions et on les posera aux intervenants pour qu'ils y répondent, ils et elles y répondent. Je vous remercie de votre participation à toutes et tous et je laisse maintenant la parole à Daniel Poli pour qui va nous donner une vision globale des problèmes de fond de l'océan et des régions marines de notre planète. Merci beaucoup et Daniel, je te laisse la parole. Daniel, si tu pouvais te unmuter, s'il te Tu plaît. enlèves ton micro, que tu ouvres ton micro plutôt. Tu es toujours en mute. Non, tu es en mute. Il faut que tu ouvres le micro tout en bas de ton écran, à droite, à gauche, pardon, normalement. Constant, tu peux le Je, faire, sinon, je pense. je lui ai fait la demande, mais il faut qu'il le fasse lui-même après ça. Alors normalement, Daniel, si tu nous vois, c'est en bas à gauche, tu as un petit micro et que tu peux Écrit faire. audio et il faut cliquer dessus, en bas, à côté de la caméra. Tout à Je sais l'heure, on pas si il l'entendait. faut passer faut Ouais, passer non. le curseur ou Peut-être, le doigt sur le bas s'il peut nous entendre. Parce qu'il apparaît que si on touche en fait au Oui, curseur. c'est vrai. Sabine, est-ce qu'on commence par Géraldine et j'essaye de régler en parallèle avec Daniel? Alors, Géraldine, est-ce que tu veux commencer par présenter ton cas? Donc, Géraldine va nous présenter un cas plus particulier et on reviendra sur Daniel ensuite. Ok, Géraldine, je très te bien. laisse la parole. Bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. Ça me fait très plaisir d'avoir été invitée pour parler de quelque chose qui me tient à cœur. Donc vous allez voir pendant ma présentation, comme je suis quelqu'un de très visuel, j'ai toujours besoin d'avoir des slides. Donc je vais faire un partage d'écran maintenant, si vous me donnez juste quelques secondes. Voilà, partager. Alors, je vais mettre On voit juste ton en écran, Géraldine. diaporama. Vous voyez bien? Est-ce que vous voyez? C'est bon, Tout le monde on voit? voit bien. Super. Très bien, donc je suis là pour vous parler plutôt du cas particulier de la Nouvelle-Zélande et du type d'aire marine protégée que l'on a. Et je ferai surtout, je me focaliserai surtout sur ce qu'on appelle des types 1 de aires marines protégées, qui sont des réserves marines. Donc, pour commencer, un petit peu de global. Donc, la Nouvelle-Zélande est connue pour être vraiment un hotspot en biodiversité marine. Pour donner un exemple, les 2 chiffres que vous voyez en bas, donc pour ceux qui connaissent la Nouvelle-Zélande, on est très connu pour des espèces d'oiseaux, par exemple, le kiwi, qui est un emblème national. On a énormément d'espèces endémiques en Nouvelle-Zélande et vous voyez que ce qui se passe dans les océans, c'est pas forcément visible, mais on a encore plus de biodiversité dans les océans. Donc, pour ceux qui veulent lire en haut, on a effectivement presque 80 de notre biodiversité native qui se trouve dans les océans. On a des espèces de dauphins et de baleines, donc 50 qui viennent visiter nos eaux et la moitié, non pardon, plus de la moitié, des coraux que l'on trouve ne sont trouvés, nulle part d'autre. Maintenant c'est pour avoir un peu aussi une compréhension, on est un tout petit pays, la Nouvelle-Zélande, mais finalement notre zone maritime, est bien plus grande puisqu'elle est 15 fois plus grande que, la masse continentale. Donc on parle de zone exclusive,
zone pardon, économique exclusive, pardon, des fois j'ai du mal à repasser de l'anglais au français. Donc voilà, c'est vraiment une zone très importante. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande se trouve dans les 10 premières zones économiques exclusives, hein. Donc on a les États-Unis, par exemple, en numéro 1, et la France aussi qui se situe d'ailleurs en numéro 2. Donc voilà, encore une fois, petit pays, mais grande zone maritime. Donc dans cette zone, on a évidemment des droits et des obligations. Ça, c'est un peu un aperçu, donc ça date un peu, mais j'ai pas réussi à retrouver, des données, plus récentes, mais bon, je pense que ça représente bien ce qui se passe, enfin, c'est toujours d'actualité. Donc c'est pour représenter un peu au niveau de la pêche commerciale, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Les couleurs que vous voyez autour du territoire, passe du bleu au vert, qui va jusqu'au, orange-rouge, donc c'est la pêche commerciale, et plus on va vers le rouge et plus il y a de prises par kilomètre carré, donc c'est plus intense. Vous voyez des petits points roses aussi, en haut de la Nouvelle-Zélande et plus vers le bas, donc ça, ce sont des zones où il n'y a pas de pêche commerciale, enfin pas de pêche du tout d'ailleurs, quel que soit, le type de pêche, utilisé. Donc ça correspond, au-dessus de la Nouvelle-Zélande, en haut. Je ne sais pas si je peux mettre mon curseur? Je ne sais pas si vous voyez, enfin, vous voyez donc ces petits points en haut, c'est, les îles Kermadec, et les points roses en bas, ce sont les îles subantarctiques. Sur l'image de droite, là, on passe à ce qui concerne, la pêche au chalut. Donc, les zones, rose foncé, donc, il y a aucun chalut de fond qui n'ont le droit d'y aller. Les zones claires, c'est peut-être pas très visible, je ne sais pas si vous avez à voir sur vos écrans. Si, très bien. Donc là, c'est pas de chalut du tout, donc, à différents niveaux, de l'eau, hein. Donc rose foncé, pas de chalut de fond, rose, c'est pas de chalut, du tout. Voilà, là, si on se rapproche un peu on fait un zoom un peu plus sur ce qui se passe juste autour des côtes, donc là, on a les différents types d'aires marines protégées. Donc vous voyez différents types de couleurs, bon, pas besoin de les lire toutes, hein, il y a différents niveaux en fait de protection. Ce qu'il faut retenir, c'est que les zones rouges, ce sont des zones, donc des réserves marines type 1, et donc là, il n'y a aucune pêche, et je vais en revenir un peu plus sur ce qu'on ne peut pas faire dans une réserve marine. Donc là, il n'y a vraiment pas de pêche 100% protection. Vous voyez aussi des zones bleues, donc là, c'est des sanctuaires pour les mammifères marins. La pêche est autorisée, mais certains types de pêche ne sont pas autorisés. Donc on va zoomer un peu parce que je suis là surtout aussi pour vous parler de ce que moi je fais. Donc je suis guide nature et je travaille dans une baie, donc qui est aussi une réserve marine. Donc voilà, je fais un zoom sur où j'habite. Donc cette petite péninsule que vous voyez sur la droite, c'est la péninsule de Banks, c'est là où j'habite, où je travaille. Donc vous voyez un peu mieux les différents types d'aires marines protégées. Donc on a toujours cette zone bleu clair qui correspond au Marine Mammal Sanctuary. Donc c'est une sorte de sanctuaire, une zone où on n'a pas le droit de faire un certain type de pêche ou d'activité humaine pour justement protéger les espèces mammifères marines, mais ça bénéficie évidemment à d'autres espèces. En rouge, on retrouve les réserves marines, donc je focaliserai encore plus sur ça. Et on a aussi du bleu et du jaune, donc là, ce sont d'autres types d'aires marines protégées avec des restrictions, mais ce n'est pas une protection à 100%. Donc les réserves marines sont, comme je disais, des zones où il n'y a pas du tout de pêche autorisée. Vous voyez sur la droite, donc c'est des pancartes qui est accessible au public. Ils voient ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc évidemment, c'est toute vie animale, mais c'est aussi végétale et minérale. Donc on n'a pas le droit par exemple, de ramasser des coquillages, qu'ils soient vivants ou même morts, hein. Par exemple, on aime tous aller sur la plage, des fois on voit un beau coquillage, on le ramasse, donc même là, on n'a pas le droit, hein. Donc la protection, elle va jusqu'à au niveau maximum de la ligne de marée haute. Voilà, donc c'est protégé même sur la plage. Pour que le public soit au courant, il y a effectivement des panneaux au niveau des plages, des accès aux réserves marines sur Terre, et à chaque rampe de mise à l'eau, hein, pour les bateaux, il y a une carte qui rappelle où sont les aires, les réserves marines. Et vous voyez tout en haut à gauche, quand on est en bateau aussi, on voit ces panneaux jaunes qui décrivent, enfin qui montrent les limites de la réserve marine. Donc normalement, il n'y a pas de raison, tout le monde doit connaître les zones où ils ont le droit de pêcher ou pas. Un peu d'historique. Le monsieur que vous voyez sur la photo, donc Bill Ballantyne, est en quelque sorte le père de la protection marine en Nouvelle-Zélande. C'est un universitaire et il a été vraiment à l'origine de campagnes pour créer des réserves marines dans les années 70.
En fait, avec ses étudiants, ils allaient dans des zones et ils se rendaient compte que leur sujet d'étude était pêché et mangé par les gens. Donc, il fallait vraiment absolument de mettre en place des zones où l'écosystème n'était pas touché, où il était naturel. Donc, j'ai mis une citation donc en bleu en anglais, et pour ceux qui veulent la traduction française, c'est juste en dessous. Donc, il dit que les réserves marines sont des zones qui sont où l'écosystème est dans son état naturel. Donc, c'était formé à la base pour créer des petits laboratoires vraiment du monde vivant sous la mer. Donc, la loi qui a mis les réserves marines en place, c'est le Marine Reserves Act. Donc, en Nouvelle-Zélande, on a des actes pour beaucoup de lois. Et ça a été fait en 1971, donc c'est quand même un bon bout de temps. Et la première réserve marine a été établie dans l'île du Nord en 1975, donc ça fait 50 ans. Donc ça fait quand même, c'est intéressant parce que la Nouvelle-Zélande, et je ne crois pas me tromper, était assez précurseur dans les premiers pays à mettre en place ces réserves marines. Donc ce qui fait qu'on a quand même une vision sur du long terme. Et actuellement, on a 44 réserves autour de la Nouvelle-Zélande. Donc c'était tous les petits points rouges que vous avez vus autour. Donc, une fois que ces réserves sont mises en place, c'est très bien, mais il faut un peu voir un suivi pour comprendre quels sont les bénéfices. Donc, il y a effectivement un suivi sur le long terme dans 25 de ces réserves marines. Donc, ça s'appelle le Marine Monitoring and Reporting Framework. Donc, en fait, les réserves marines sont gérées par ce qu'on appelle le département de la conservation, qui est une branche du gouvernement. Donc, il y a 13 gardes, qu'on appelle ici Marine Rangers, qui s'occupent donc de gérer ces réserves marines et donc de participer à ce suivi sur le long terme. Mais c'est aussi un travail avec d'autres organisations, et vous voyez les logos sur le côté. Donc, le petit logo rond avec le poisson, ça s'appelle Fish Spy Aotearoa. Donc, Aotearoa, c'est le nom maori de la Nouvelle-Zélande, et Fish Spy, parce que c'est donc, vous voyez en fait sur la photo, il y a un poisson d'ailleurs qui passe à côté d'un petit cylindre. En fait, il y a du poisson qui a été mis dedans pour attirer les espèces. C'est filmé. Et donc, on voit en fait, on peut voir des séquences vidéo et reporter, dire combien on a vu d'espèces, quelle est à peu près leur taille, quel type, etc. Donc là, on a vraiment affaire à ce qu'on appelle la science citoyenne ou science participative. C'est-à-dire que n'importe qui peut aller et il y a un petit tuto qui explique comment reconnaître les espèces, et voilà, vous pouvez reporter. Donc, c'est vraiment important d'avoir aussi les communautés qui participent à ce travail, parce que c'est beaucoup d'heures de vidéos. Voilà. Et on a aussi iNaturalist, je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, donc qui sont des plateformes, des applications où, alors là, c'est aussi bien sur Terre que dans la mer, n'importe où. Dès qu'on photographie une espèce, on peut aller mettre ça. C'est une sorte de catalogue de données, donc qui est fait par un peu tout le monde. Niwa, c'est il s'occupe plutôt là, dans ce cadre-là, de faire un peu des tests de qualité de l'eau. Et puis, on a aussi donc une association qui travaille plutôt sur ce qui est sur les côtes, tout ce qui est pollution. Donc, c'est le logo que vous voyez en haut à droite. Et puis, évidemment, la participation des iwi et hapu. Donc, ça, c'est les Maoris qui, iwi et hapu, donc c'est des termes pour décrire les familles et les tribus. Donc voilà comment ça se passe pour les réserves marines, et je reviendrai plus en détail sur celle dans laquelle je travaille. Et donc un autre type d'aires marines protégées sont les sanctuaires de mammifères marins. Ça a été mis en place à la fin des années 80 pour justement protéger une espèce de dauphin endémique qui s'appelle le dauphin d'Hector, qui est résident autour des eaux de la péninsule et qui malheureusement était très souvent pris dans des filets. Donc, comme vous voyez sur la photo de droite, ces filets fixes qui sont verticaux que les dauphins ne peuvent pas voir, et leur sonar ne peut pas le repérer non plus. Donc ils nagent dedans, ils sont accrochés dedans, ils peuvent plus remonter à la surface pour respirer, donc ils se noient. Donc, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc maintenant, on ne peut pas évidemment utiliser ce genre de filet. Par contre, on peut utiliser des chaluts dans cette zone. Et plus tard, il y a eu des révisions de ce sanctuaire, et donc il n'y a pas d'exploitation minière des fonds marins, ni de levée sismique.
sauf exception. Ça veut dire que s'il y avait des permis déjà en cours, ceux-là peuvent toujours continuer leurs activités. Il n'y aura pas de nouveaux permis. Ça bénéficie évidemment pas que les dauphins, parce que c'est quelque chose qui aussi peut comment dire, affecter les oiseaux marins qui plongent pour se nourrir. Pour ce qui est personnellement de ce qui se passe autour, donc ça a vraiment limité les morts de dauphins pris dans des filets. Par contre, comme je disais, la pêche au chalut est toujours autorisée dans ces zones-là et il y a encore des morts de dauphins régulièrement. Moins qu'avant, mais toujours. Donc c'est pas parfait, c'est mieux, mais pas parfait. Euh, Alors, je n'arrive pas à passer à la slide suivante. Je ne sais pas pourquoi. Petit problème technique, je suis désolée. Alors, vous êtes en train de partager. Oui. Quelqu'un sait pourquoi. D'un coup, ça s'est coincé. Si tu cliques sur ton PowerPoint à nouveau, tu as peut-être cliqué par accident en dehors Ah de oui, la voilà. présentation. Ok. Merci beaucoup, Constant. C'est réglé. Encore un autre type d'aire marine protégée, donc d'ailleurs plusieurs, qui sont gérés par Tangata Whenua. Donc Tangata Whenua, c'est le nom donné aux gens qui étaient là avant, les peuples indigènes, donc les Maoris. Donc ils utilisent le concept de hawi, qui est l'interdiction de prélever certaines espèces ou de pêcher dans une zone particulière ou une interdiction saisonnière. Donc ça a une signification culturelle et spirituelle pour eux. Donc c'est géré à la fois par eux et par le ministère des Industries primaires. Donc, ouais, c'est important qu'ils puissent continuer à avoir de c'est en fait enfin, c'est ce qu'ils ont toujours utilisé pour gérer leurs ressources naturelles. Donc voilà, ils continuent à utiliser ça sur certaines zones. Par exemple, là où je travaille, on a un taipure qui est là où les quotas de poissons que l'on peut pêcher en pêche récréative sont plus bas évidemment qu'en dehors du taipure. Et puis, régulièrement, il peut y avoir, si à un moment on trouve qu'il y a besoin, enfin, si les Maoris pensent il faut régénérer certaines espèces, il peut y avoir des interdictions temporaires de ne pas pêcher certaines espèces, comme par exemple des coquillages. Voilà. Donc, il y a aussi le Mat Tai Tai qui, là, interdit la pêche commerciale, mais permet la pêche traditionnelle et récréative, sauf exception s'il décide que, voilà, il faut plus de protection. Donc, je vais revenir aux réserves marines et en particulier celle où je travaille depuis 10 ans. Donc, celle-ci a été établie en 1999, donc elle a plus de 25 ans. C'est très beau, comme vous voyez. Vous voyez, la limite de la réserve marine est juste à l'extérieur, en fait, de cette baie. Donc, pour l'historique, sur la région, dans ces années-là, il fallait trouver un endroit, enfin, il y a une association qui vraiment défendait l'idée qu'il fallait une réserve marine liée à toutes les espèces qu'on a. Et la famille qui habite dans cette baie, donc ce sont des fermiers qui ont une ferme de moutons, ça fait déjà plusieurs années qu'ils s'occupaient d'une colonie de manchots qu'ils avaient vraiment sauvé de l'extinction. Et malheureusement, ils n'avaient pas vraiment de contrôle sur ce qui se passait en mer. Et ils trouvaient régulièrement des pêcheurs qui avaient laissé des filets dans leur baie la nuit, ce qui était interdit, mais ils le faisaient quand même. Et donc, le matin, ils tiraient les filets, ils voyaient des manchots qui s'étaient coincés dans les filets, comme pour les dauphins, et qui donc étaient morts de noyade. Donc vraiment, ils étaient bien sûr dégoûtés de ce qui se passait. Donc ils étaient vraiment très, très, très intéressés que cette première réserve marine se passe à leur porte. Et bien sûr, eux, ils ne peuvent plus pêcher non plus, mais voilà, c'était vraiment pour le bienfait de la vie sauvage. Évidemment, quand il y a des réserves marines qui sont mises en place, c'est pas accueilli toujours très bien par toutes les communautés, parce que ce sont vus comme des zones où on ne peut plus pêcher là où on pouvait pêcher avant. Donc on était très contents d'avoir celle-là en 99 et 15 ans plus tard, on en a obtenu une deuxième qui est à 3 km de celle-ci. Et ça, c'est important parce que entre les deux zones, les deux réserves marines, il y a une baie qui est très prisée d'ailleurs par les pêcheurs récréatifs parce que, évidemment, il y a l'effet spillover dont je parlerai tout à l'heure. Donc, pour vous donner un petit aperçu des espèces que l'on trouve dans cette baie, donc beaucoup d'oiseaux marins. Moi, mon travail consiste surtout à travailler dans cette colonie de manchots. Donc, ce sont les deux photos en haut à droite. Donc, des manchots qui viennent sur Terre, qui passent aussi beaucoup de temps dans l'eau. Donc, ils utilisent la réserve marine plutôt comme un lieu de passage, parce qu'on verra aussi plus tard qu'ils vont assez loin pour pêcher.
Donc sur les autres espèces, donc il y a des espèces qui pêchent directement dans la réserve marine, donc qui bénéficient vraiment du fait que ce soit une zone protégée. Donc ce qui fait qu'on a des oiseaux qui sont plutôt en bonne santé. Et voilà, sinon il y en a qui sont aussi de passage, comme l'oiseau tout en haut à gauche, une pétrelle géante par exemple. Si on descend un peu plus au niveau de la surface de l'eau et sous l'eau, donc encore une fois, des mammifères marins, donc des résidents comme le petit dauphin, des otaries à fourrure, comme la photo du milieu, et des orques qui passent régulièrement, mais aussi des baleines à bosse. Donc voilà, on est bien gâtés au niveau biodiversité. Sous l'eau, on a moins l'occasion de le voir. Personnellement, je ne plonge pas, mais ceux qui ont l'occasion de plonger, parce qu'effectivement, dans une réserve marine, on a le droit de plonger, on a le droit de faire du bateau, on a le droit de nager. Donc il y en a qui se régalent à voir des espèces comme celles qui sont représentées. Et apparemment, on aurait une bonne proportion de requins dans cette baie, donc c'est toujours un bon signe quand on a tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Voilà, ça montre que l'écosystème se porte plutôt bien. Alors, mon travail consiste à emmener des gens pour faire des observations. Donc moi, je m'occupe plutôt des visites qui se passent sur Terre, mais j'ai des collègues qui font aussi des sorties kayak, comme vous pouvez voir, qui permet de voir aussi, avoir un peu un angle différent et de voir des espèces que des fois on ne voit pas depuis la Terre. Donc tout en bas, vous voyez des petits manchots. Donc les manchots, comme j'ai dit, partagent leur temps entre la mer et la Terre. Et donc le but, c'est de les voir sans les déranger au moment où ils passent de la mer à la Terre. Donc c'est de l'éducation à l'environnement, hein, pour le grand public. On a beaucoup d'internationaux. Puis c'est une manière pour eux de voir de la vie sauvage en limitant leur impact. Ces visites vont directement financer notre travail de conservation. Donc, on fait de l'éducation à l'environnement, on reçoit énormément de groupes d'enfants, d'écoles, on organise des clubs pendant les vacances. Donc, c'est un lieu génial pour vraiment apprendre tout sur l'écosystème, sur la chaîne alimentaire, sur les activités humaines, comment protéger. Donc, vraiment, c'est important parce que c'est la génération qui va continuer notre travail et qui, voilà, va continuer à être les gardiens de cet espace. On fait du recensement et de la surveillance, donc sur des nids de manchots. On fait ça une fois par semaine pour la surveillance et le recensement, c'est tous les 4 ans parce que la colonie est très grande. Donc on ne pourrait pas se permettre de le faire une fois par an. Donc ce que vous voyez, c'est nous en plein travail. Voilà, c'est notre, c'est notre travail hebdomadaire d'aller à chaque nid. On a à peu près 300 et on regarde comment dire, le bien-être des manchots. Et donc, évidemment, il y a 2 périodes très importantes qui se passent sur Terre, c'est la reproduction et la mue. Et évidemment, pendant la période de reproduction, donc quand ils sont en train d'élever leurs poussins, ça se passe mal, on sait, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas forcément bien en mer, comme il y a quelques années, on a eu une saison de reproduction catastrophique. Voilà, parce il y avait des canicules marines, donc les manchots avaient du mal à trouver leur proie et ramener ça à leurs poussins. Donc c'est pour ça que j'ai mis en bas que les manchots étaient des messagers de l'océan. Donc nous, on fait beaucoup de travail sur Terre, mais les manchots viennent nous apporter des messages. On fait du soin et de la réhabilitation quand il y a besoin. On a un permis pour ça. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est illustré sur les photos. On se retrouve souvent avec des jeunes dont les parents n'ont pas pu nourrir, les ont abandonnés. Voilà, il peut y avoir plein de cas de figure, mais ça m'arrive aussi qu'on transporte, qu'on ambulance des manchots chez des vétérinaires. La recherche, et ça c'est important, donc ça nous permet de collecter énormément de données et de comprendre un petit peu, encore une fois, les zones qui seraient importantes de protéger. Donc là sur la gauche, c'est un manchot qui est en train d'avoir un GPS placé sur son dos. On va le laisser pendant quelques jours, ou voire une semaine, aller en mer, et quand on récupère le GPS, on obtient des cartes merveilleuses qui sont ce que vous voyez sur la droite, où on voit où les manchots sont partis et où est-ce qu'ils pêchent en fait. Donc vous voyez que la réserve marine, donc c'est le tout petit point d'arrivée et de départ et d'arrivée, hein, donc c'est vraiment un lieu de passage. Mais vous voyez bien qu'ils vont pêcher quand même assez loin. Donc là, on est à peu près pour le point le plus éloigné à 20 km en mer. Donc ça, c'est des informations qui sont vraiment cruciales pour pouvoir demander plus de protection, en fait. On en arrive à ma conclusion. J'espère que j'ai pas trop débordé. Les réserves marines, des bénéfices, des limites. Donc, on a une partie des réponses, donc des bénéfices, bien sûr.
à différents niveaux sur l'écosystème marin directement, puisque quand ils sont dans la réserve marine, ils n'ont pas de danger. Enfin, pas de danger, pardon. Pas de danger lié en tout cas à la pêche ou au ramassage de quoi que ce soit. Bénéfice scientifique, parce qu'évidemment, ça nous permet d'avoir des zones de contrôle pour mesurer les changements. C'est des éléments de comparaison avec des zones qui ne sont pas des réserves marines. Bénéfice éducatif et culturel, donc permet d'inspirer les générations futures et puis de leur apprendre en fait, d'utiliser ces zones pour vraiment faire de l'apprentissage. Bénéfice économique, donc par exemple dans ce cas-là, vous voyez que l'écotourisme permet d'amener des fonds pour la conservation, donc ça attire quand même du monde. Les gens viennent en Nouvelle-Zélande beaucoup pour voir de la vie sauvage, donc voilà, c'est une manière aussi que cette économie soit reversée pour des bénéfices directs sur la vie sauvage. Bénéfice sur la pêche, en tout cas récréative, parce que comme je vous le disais plus tôt, la baie qui se trouve pile entre les deux réserves marines est utilisée pour les pêcheurs, parce qu'ils viennent sachant qu'ils vont trouver, ou juste à la limite, hein, ils viennent juste à la limite aux frontières, parce qu'ils savent qu'ils vont trouver plus d'abondance et plus des spécimens plus gros. Bénéfice social, c'est vraiment des efforts collectifs, hein, ça permet à plusieurs associations, organisations, communautés de travailler ensemble. Donc vraiment important. Et j'en viens aux limites. Donc les réserves marines, malheureusement, ne protègent pas contre la pollution, plastique, chimique par exemple, la sédimentation, qui est un gros problème en Nouvelle-Zélande, hein, dû aux activités qui se passent sur Terre, les effets du changement climatique, évidemment. On n'a pas encore trouvé un remède rapide, on sait très bien ce qu'il faut faire, mais voilà, on est déjà les problèmes sont lancés et maintenant, malheureusement, il faut vivre avec et s'adapter. Euh, et puis, ça ne protège pas. Il y a des espèces invasives qui sont ramenées, par exemple, sur des bateaux. Et puis, des événements extrêmes. Ça peut arriver, des fois, d'avoir vraiment des grosses tempêtes qui peuvent créer du dommage sous la mer. Donc, on a besoin de réserves plus grandes, plus étendues. Pour l'instant, les réserves marines ne constituent que moins de 0,5% donc, des eaux de Nouvelle-Zélande. Donc, c'est rien. Enfin, c'est pas rien, mais c'est pas suffisant. Et si on prend en étend à toutes les réserves, pardon, toutes les aires marines protégées, on est à moins de 1%. Donc on est loin des 30% qui sont préconisés. En Nouvelle-Zélande, 30% des mammifères marins et 90% des oiseaux marins sont en danger. Donc c'est quand même pas négligeable. Donc on a besoin aussi de plus de protection, que ce soit des réserves marines ou idéalement des réserves marines, mais des protections quoi qu'il en soit dans des zones qui ont été identifiées avec une biodiversité sensible. Les dernières réserves ont été établies il y a maintenant un peu plus de 10 ans, et il n'y en a pas eu de nouvelles, donc, alors qu'on sait qu'il y a des zones qui en bénéficieraient. Et puis, on a besoin de plus de ressources humaines pour contrôler les activités légales de braconnage, hein, parce qu'on en a aussi régulièrement. Donc, on a un seul Marine Ranger, désolé, j'ai oublié le mot en français, qui contrôle toute la péninsule. Donc, évidemment, il est tout seul. Il y a 2 réserves marines. Il a le droit d'avoir des jours de congé ou d'être malade ou de partir en vacances. Donc, forcément, il n'est pas tout le temps là. Et souvent, ça repose sur nous, par exemple, parce qu'on est là presque quotidiennement, ou des membres du public qui verraient quelque chose de suspicieux. Mais évidemment, la plupart du temps, ça se termine. Les personnes qui sont venues pêcher dans une réserve marine partent sans avoir aucune conséquence. Et c'est la fin pour moi. J'espère que vous aurez un peu Merci mieux compris voilà, mon expérience et je laisse la parole au suivant. Merci beaucoup, Géraldine. C'était très Euh, intéressant. Je vais sans attendre donner la parole à Daniel. Merci, Alors, Daniel. tout d'abord, mes excuses. J'avais pressé sur un mauvais bouton parce que j'utilise un ordinateur qui n'était pas le mien, qui n'est pas le mien. Ah, Pas de problème. évidemment, je vais modifier un peu ce que j'ai à dire parce qu'il y a plusieurs thèmes qui ont déjà été abordés par Géraldine. Euh, disons, le problème de la pêche, je la conçois comme un système global, comme le système financier ou le système climatique. Et la pêche globale, elle a un effort bien sûr excédentaire, 3 à 4 fois le nombre de bateaux qu'il faudrait. Et en fait, ce qu'elle fait, elle rabote dans tous les pays du monde le niveau d'abondance des poissons, de sorte que les bateaux vont toujours là, les bateaux des grandes flottilles internationales et des grandes flottes internationales vont là où
la moyenne est dépassée et ils rabotent tout le niveau des ressources marines. Et donc, c'est un système global. Et il est maintenu par des subventions. Les grandes pêcheries internationales, les grandes flottes internationales qui vont d'un pays à l'autre, que ce soit la France, l'Espagne, la, la, la Corée du Sud, la Chine, ils vont, ils ne vont là que là où ils peuvent pêcher avec des subventions et en payant des prix d'accès à la ressource qui sont très bas. Euh, la seule façon de combattre ça, ce serait d'abolir les subventions, mais l'Organisation mondiale du commerce a échoué dans son plan de réduire les subventions. Maintenant, on peut réduire les subventions que s'il y a une surpêche déterminée par le pays qui donne les subventions, c'est donc dont il ne fait pas et ça ne change pas. Et une solution aussi serait aussi une solution serait aussi de fermer la haute mer à la pêche parce que c'est une zone de criminalité, une zone de non-droit. Et en fait, si la pêche en haute mer était interdite, on aurait une situation où les poissons qui sont attrapés en haute mer par les flottes de 5 ou 6 pays, le Taïwan, la Corée, l'Espagne et la Chine, elles seraient attrapées dans les aires marines, dans les ZEE des pays côtiers. Et on passerait de 6 ou 7 pays qui pêchent pratiquement 90% des thons, ils seraient rattrapés par une cinquantaine de pays côtiers. Mais c'est la troisième chose, donc les subventions, le, la haute mer. Je vais surtout parler des AMP parce que quelque chose qui est très important pour la France, surtout par leur absence. Alors, la première question à poser pour les AMP, c'est elles sont des aires marines protégées. La question, bien sûr, c'est protégées de quoi? Elles sont protégées de quoi? C'est pas des martiens, c'est pas des bombes atomiques. Tout ça, c'est pas réalistique. C'est la pêche. C'est contre la pêche que les aires marines protégées doivent être protégées, de la pêche. Parce que l'effet de la pêche, partout, que ce soit une pêche légale, bien gérée, ou une pêche illégale, mal gérée, c'est de réduire les stocks. Et quand un stock est réduit, tout d'abord, est réduit euh, de son abondance originelle, il devient plus productif, comme une forêt dont on coupe les arbres qui sont vieux, on les remplace par des arbres qui sont plutôt jeunes, qui poussent bien. Mais si on réduit le stock à moins de 50% de sa biomasse originale, et la productivité diminue. Donc, l'État, parce qu'il n'y a que les États qui peuvent le faire, c'est limiter, leur devoir, c'est de limiter l'effort de pêche de façon à ce qu'une quantité optimale soit extraite avec des coûts bas, parce que la productivité est élevée et les captures paraissent par bateau. Et ça, en général, les pays ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que les lobbies préfèrent avoir des captures fortes au début, parce qu'ils peuvent toujours sortir leur argent de l'entreprise et l'investir ailleurs, par exemple dans l'immobilier. C'est ce qui se passe maintenant en France. Euh, donc, il faut lutter pour les AMP parce que c'est une façon de maintenir des biomasses élevées. Les biomasses élevées, la seule façon de résister à cette pression de pêche qui, est- qui se passe partout et de, de rétablir des populations qui se reproduisent bien. Et en fait, si une aire marine protégée, Géraldine l'a mentionné, elle fonctionne bien, elle exporte du poisson. Et elle exporte du poisson de sorte que les pêcheurs sont en dehors les bateaux sont en dehors à la limite de l'aire marine protégée. Et on appelle ça, quand ils pêchent le long des côtes
de la bordure d'une aire marine protégée, on appelle ça fishing the line. Et pour les grandes aires marines protégées, on peut voir ça de l'espace. On peut voir les bateaux qui sont à la frontière de cette aire marine protégée. On peut le voir avec des satellites. Euh, Maintenant, il y a la lutte pour les aires marines protégées, dont en France et ailleurs. Euh, et je pense qu'elle est plutôt mal partie parce que euh, Géraldine l'a aussi mentionné, en Nouvelle-Zélande, en 75, euh, Bill Ballantine, qui est vraiment un héros à tout le monde, moi surtout, moi aussi, euh, euh, ils ont insisté sur la biodiversité. Or, en fait, il y a aussi une autre façon de voir les aires marines protégées. Et ce n'est pas la protection de la biodiversité marine, c'est l'augmentation des prises des pêcheurs artisans. Et aux Philippines, il y a eu un autre euh, pionnier des aires marines protégées et il a travaillé avant Bill Ballantine. Il s'appelle Angel Alcala. C'était un professeur de biologie au sud des Philippines et il a proposé de fermer 25% des récifs coralliens et pour augmenter les prises dans les 75% qui restent. Il a eu un succès extraordinaire qui a été mis en cause par des chercheurs américains et autres parce qu'ils n'y croyaient pas. Les augmentations des captures sont énormes et sont très rapides. Aux Philippines, en 2-3 ans, on a une augmentation forte des captures en dehors des aires marines protégées. Et Angel Alcala, parce euh, il a orienté complètement les propositions d'aires marines protégées sur l'augmentation des prises. Et il a réussi à convaincre les Philippins que c'était une bonne chose. Et maintenant, la loi aux Philippines permet aux maires de villes côtières de déclarer des aires marines protégées là où ils veulent. Et il y en a des centaines et peut-être même des milliers aux Philippines, des aires marines protégées, petites ou grandes, qui ont été déclarées par les maires. Et elles maintiennent une biodiversité incroyable en fait, parce que le système répond rapidement à cette protection. Et en fait, il arrive très souvent que des pirates, qu'une ville, un village voisin, attaquent les aires marines protégées de leurs voisins parce qu'ils ont plus de poissons qu'eux. Donc, le débat sur les aires marines protégées aux Philippines a toujours été un débat non sur la biodiversité, la protection mais l'augmentation des prises et le maintien des prises élevées. Et ça, je pense aussi que c'était probablement dû au fait qu'il y a un résidu de la culture polynésienne aux Philippines, parce que les ancêtres des Polynésiens venaient de Taïwan, ils se sont répandus, ils ont colonisé le Pacifique, mais aussi colonisé le sud-est asiatique, et les Raoui dont vous avez parlé, Géraldine, des Maoris en Nouvelle-Zélande, ils existent aussi en Polynésie française et dans d'autres régions du Pacifique. Et il y a des restes de cette pensée aux Philippines parce que leurs ancêtres aussi venaient du même coin. Et donc, la, les AMP sont perçus complètement différemment. Et, euh, et il y a une autre région du monde où les AMP sont plus ou moins acceptés, c'est les Caraïbes. Dans les Antilles, il y a beaucoup d'AMP et leur effet positif sur la pêche n'est pas à démontrer. Il y en a toutes sortes de démonstrations et des centaines de papiers qui démontrent que non seulement la biodiversité est augmentée, comme vous l'avez bien démontré pour la Nouvelle-Zélande, mais surtout, enfin pas surtout, mais les pêcheurs sont aussi satisfaits. Et ils ne sont jamais en France ou en métropole, dans la métropole des différents pays européens, parce que on n'arrive pas à faire le premier pas. Quand on arrive à faire le premier pas, ensuite on arrive à convaincre les gens. Mais ils n'ont pas de, il faudrait les faire voyager, il faudrait les prendre en avion et les amener pour voir ce qui se passe. En fait, alors pour ce qui est de la France, eh ben, il faut bien en parler. La relation de la France avec les AMP
est une honte, est un scandale, parce que les AMP sont déclarés, alors on n'hésite pas à déclarer n'importe quelle région comme une AMP, sans aucune protection, sans aucune protection. C'est-à-dire, on déclare une AMP et en fait, les AMP ne sont pas définies dans la loi française, donc on peut dire que n'importe quelle région est une AMP et elle n'est pas protégée du tout. Moi, j'ai pu vivre ça parce que j'étais membre du comité, d'un comité de scientifiques de l'AMP de Nouvelle-Calédonie. Il y a, je sais pas, une dizaine d'années, toute la ZEE de Nouvelle-Calédonie a été déclarée être une AMP et c'était un décret présidentiel et ensuite, il y a pas eu de suivi. Donc, on n'a absolument rien fait pour transformer cet immense territoire en AMP. Il y a rien du tout qui a été fait et, le comité scientifique n'a jamais été saisi d'aucune, d'aucun problème, d'aucune loi, rien du tout, parce qu'il n'y a pas de suivi. Et on apprenait dans les journaux, en tant que membre du comité scientifique, dans les journaux qu'une nouvelle pêcherie avait été démarrée dans l'AMP. Alors, ensuite, la honte, elle vient du fait surtout que les AMP, elles ne protègent pas contre le chalutage. Alors, le chalutage, c'est, il y a des tas d'analogies qui sont faites, c'est à peu près comme cueillir des pâquerettes dans le jardin des plantes avec un bulldozer. Et c'est pas exagéré. Il y a le 6 mai, euh, un film a été présenté par David Attenborough, vous en avez entendu parler. Il présente une séquence monstrueuse qui montre un chalut qui soulève donc le sédiment, qui chasse les poissons devant les chaînes, qui détruisent le fond. Et à la fin, et après cette séquence, on nous montre les pêcheurs qui jettent, qui repoussent les poissons qu'ils ont attrapés dans l'eau, parce que c'était des pêches accessoires dont ils ne veulent pas. C'est donc un énorme scandale. Et c'est clair que la France est devenue l'avocat principal de ce qu'on appelle des paper packs, des AMP qui ne sont pas des AMP. Et non seulement c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur des territoires français, mais c'est aussi une prise de position que la France pousse à l'extérieur. Et donc, la France a pu empêcher la décision, la conférence de Coming Montréal d'accepter une définition de AMP hautement protégée de 10%. Les 30% qui ont été acceptés par cette conférence n'impliquent rien du tout en termes de protection qui sera effectuée. Donc, 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 je suis tout à fait d'accord qu'on doit appuyer le projet de loi proposé par Mathilde Croix. C'est un projet de loi, bien sûr, ce n'est qu'un petit pas, mais si le principe était au moins euh, on était au moins d'accord que le chalutage est absolument incompatible avec la protection. Si on pouvait accepter ça, 10%, ça pourrait servir comme étape, comme un pas en avant. Et plus tard, bien sûr, on pourrait demander plus. Parce que l'idée, le chalutage devrait être interdit en principe. La France a un petit problème, enfin un grand problème, c'est qu'il y a des chaluts, des petits chaluts. En général, dans tous les pays du monde, il y a les petits pêcheurs qui pêchent avec des engins fixes, des trappes et des filets maillants. Et ensuite, il y a les chaluts et les bateaux qui déplacent l'engin de pêche, les filets. C'est ils sont bien séparés. En France, il y a des petits chalutiers. Et ces petits chalutiers, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a euh, les pêcheurs artisans, les grands armateurs sont dans la même organisation. Et le fait qu'ils sont dans la même organisation les empêche de prendre des positions
l'un contre l'autre. Donc, les pêcheurs artisans ne prennent pas position contre les gros armateurs qui ruinent leur, leur possibilité de gagner leur vie. Et ça c'est un énorme problème je ne sais pas exactement comment il peut être résolu, mais il y a un autre élément, et c'est la dernière chose que je vais mentionner, c'est que le chalut, parce qu'il tire un, un- un filet, plutôt que laisser les poissons se déplacer eux et se faire attraper par le filet, c'est l'engin qui bouge. Et, et ça nécessite une quantité énorme de fuel. Et donc, il y a les chaluts, beaucoup plus que d'autres engins de pêche, beaucoup d'autres méthodes de pêche, ont des fortes émissions à effet de serre, et de gaz à effet de serre. Et bien sûr, tous les secteurs vont être, on va leur demander à tous les secteurs comme l'agriculture, l'aviation, le tourisme, l'alimentation et tout, on va leur demander quelle est votre contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La pêche, on ne lui a jamais demandé de réduire quoi que ce soit. Et en fait, la pêche pourrait le faire facilement, sans réduire les prises, sans réduire l'apport de poissons à l'alimentation humaine, simplement parce qu'on a trop de bateaux. Donc, au lieu d'avoir des bateaux qui reviennent au quart plein, on aurait un quart des bateaux qui reviendraient pleins, et avec la même dépense de gaz à effet de serre. Et je pense que ça, c'est la nouvelle étape du combat contre le chalutage, c'est à travers de leurs émissions. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, mais par contre, je veux bien répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup. Daniel, je pense qu'on va passer à Mathilde, mais on aura sans doute beaucoup de questions à poser juste après l'intervention de Mathilde. Je vais laisser Mathilde intervenir maintenant et on ira aux questions par la suite. Merci beaucoup. Merci Sabine, et, merci Daniel, Géraldine pour vos présentations qui continuent à aussi personnellement nourrir à la fois ma réflexion, mais aussi les exemples. Et c'est ça qui est très important, celui que Géraldine t'a présenté, mais aussi ceux que Daniel, tu as pu présenter. On est face à une situation en France, comme l'a dit Daniel, qui est absolument problématique. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a annoncé que la France aurait atteint ses objectifs de protection de ses eaux, de 30% d'aires marines protégées en 2022. Mais la réalité, c'est qu'on a aujourd'hui en France seulement 1,6% des eaux françaises qui sont protégées, réellement protégées, avec un niveau de protection qui soit fort. Et sur ces 1,6%, on en a, je crois que c'est 0,1% sur le territoire hexagonal, le reste étant dans les territoires ultramarins et notamment dans les terres australes françaises, dans des zones qu'il est bien sûr très important de protéger. Mais on a absolument besoin aussi d'une protection dans l'hexagone où les pressions sont très importantes sur les fonds marins, sur les espèces, globalement sur les écosystèmes marins. Donc nous, ce qu'on demande avec la proposition de loi, c'est qu'on puisse enfin avancer là-dessus et revenir sur l'un des points qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de protection et de protection stricte, et je vais revenir dans un instant sur qu'est-ce que c'est protection stricte, protection forte, on le fait pas juste pour l'objectif, c'est pas mettre la nature sous cloche pour protéger des écosystèmes. L'objectif, c'est utiliser ces aires marines protégées aussi comme un outil de gestion durable des ressources halieutiques, des ressources en poissons sur le moyen terme. Parce que lorsqu'on met en place une aire marine protégée, et ça a été très bien documenté par des chercheurs comme on en a un ici présent qui a travaillé depuis de très très nombreuses années sur ces sujets, lorsqu'on met en place une aire marine protégée, la biodiversité, elle augmente très fortement dans la zone. Et il y a des chiffres qui ont été voilà, prouvés par un certain nombre de chercheurs qui disent que lorsqu'on met en place une aire marine protégée en protection stricte,
Donc, protection stricte, ça veut dire dans laquelle ça correspond aux réserves marines dont Géraldine a parlé, donc avec aucune pêche dans ces zones, mais avec une autorisation de pêche autour de cette zone qui a un effet bénéfique aussi pour les flottilles de pêche de cette région. Et bien, dans l'aire marine protégée, on a une augmentation moyenne de la taille des organismes qui est d'à peu près 28%, du nombre d'espèces observées de 21%, et une augmentation de la biomasse dans la zone de 450%. Et en fait, c'est très important, bien sûr, pour une gestion durable des pêches, alors qu'aujourd'hui, on a sur le territoire hexagonal en France, 94% des habitats qui sont dégradés. Par exemple, on a un grand nombre des espèces aujourd'hui de poissons qui sont surexploitées. Et d'ailleurs, la problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de données sur beaucoup d'espèces qui sont, disons, consommées principalement, pêchées principalement, mais en fait, on ne fait pas d'analyse complète sur toutes les espèces qui composent ces écosystèmes. On en prend un certain nombre, mais en fait, la pression de pêche sur les écosystèmes, elle est qu'en partie mesurée aujourd'hui en Hexagone. Et donc, on a absolument besoin d'avancer vers une protection et d'avoir des exemples qui soient probants. Et il y en a quelques-uns en Méditerranée, il y en a beaucoup, il y en a plus à l'étranger, et notamment dans les pays anglo-saxons ou voilà, les Philippines. Daniel en parlait, il y a des exemples en Méditerranée, notamment en Italie, aussi d'aires marines protégées qui fonctionnent. La problématique qu'on a aujourd'hui en France, c'est que comme on a très peu d'aires marines protégées, vraiment protégées, et qu'elles ont été mises en place il y a peu de temps, celles qui fonctionnent un petit peu, et ben c'est très difficile de le faire accepter au comité des pêches, aux pêcheurs, notamment de la façade atlantique. On a sur la façade atlantique pas d'aires marines protégées en protection stricte. Et lorsque nous disons que nous allons en mettre, eh bien on nous dit oui, mais on n'est pas sûr que ça fonctionne. Alors qu'en fait, les études à l'échelle internationale, le consensus scientifique à l'échelle internationale, il est là sur l'importance de la mise en place de ces aires marines protégées en protection stricte. Et donc, pour revenir à la proposition de loi que je porte, l'idée, c'est, dans l'article 1 de cette proposition de loi, de demander 10%. Alors, bien sûr, on reste sur l'objectif de 30% d'aires marines protégées, et en demandant 10% en protection stricte. Aujourd'hui, la France, elle dit qu'elle veut faire une protection forte et au cas par cas. Et je voyais une question dans le chat qui était « Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de cas par cas à la française ?» En fait, aujourd'hui, dire qu'on va protéger 10% en protection stricte, ça veut dire qu'on a encore 90% de notre espace maritime qui est en gros sans réglementation, sans régulation, à part celle des quotas. Donc, on a quand même 90% de l'espace maritime qui est face à des pressions qui sont majeures. Demander qu'aujourd'hui, on mette en place 10% de protection stricte, ça permet de répondre à ces objectifs, et ça permet aussi de protéger une multitude d'écosystèmes et d'avoir des écosystèmes différents avec des espèces différentes, des habitats différents qui, partout sur le territoire, soient protégés. Et on en a absolument besoin pour protéger les écosystèmes marins contre la pêche, mais aussi face au changement climatique. Parce que les pressions que le changement climatique, que les canicules marines vont exercer sur le milieu, l'exercent déjà aujourd'hui et l'exerceront demain, ils sont très forts. Et le meilleur moyen pour s'adapter, que la nature a trouvé pour s'adapter lorsqu'on est face à des pressions importantes, c'est la diversité des espèces. Et lorsqu'on a des écosystèmes qui sont bien protégés, et ben ça permet aussi à l'écosystème de mieux s'adapter face au changement climatique. Et donc, ces aires qu'on mettra sous protection stricte, eh bien, ce sont aussi des réserves qui, lorsque l'écosystème dans sa globalité sera mis sous pression, eh ben, pourront avoir cet effet de réserve aussi et de meilleure résistance face au changement climatique. Il y a plein d'autres co-bénéfices qui vont être apportés par ces aires marines protégées en termes de résistance, par exemple, aux tempêtes, de protection du trait de côte, de protection des zones sur terre, parce que les aires marines protégées, ça permet aussi de répondre face
l'érosion ou la montée des eaux. Ça peut aussi être utile. Et il y a des cartographies qui ont été faites par des chercheurs, par Joachim Claudet notamment, et par Greenpeace, qui montrent qu'aujourd'hui, c'est possible de mettre en place des aires marines protégées en protection stricte dans les eaux françaises. C'est possible, et on peut le faire avec des coûts qui sont limités voilà, avec des modélisations qui permettent à la fois de maximiser l'impact sur les habitats, sur les écosystèmes, mais aussi de minimiser l'impact sur la pêche et sur ces activités qui, sur certains territoires, sont structurantes. Mais on est encore face à des pressions qui sont très, très importantes, avec une opposition quand même de principe de la filière. Mais quand je parle de la filière, c'est surtout celle de la filière industrielle. Je ne reviens pas trop sur les questions de gouvernance qu'on a déjà un petit peu évoquées, mais la gouvernance des pêches aujourd'hui en France aussi, elle est problématique, puisqu'on a... en gros, les bateaux de pêche en France, on a 70% à peu près, il me semble, entre 70 et 80% de bateaux qui sont des petits bateaux de 12 mètres ou moins, enfin de moins de 12 mètres. Et puis après, on a des bateaux entre 12 et 24 mètres, puis les bateaux de plus de 24 mètres. Et donc, on a une grande proportion de petits bateaux, même si on a certains qui font du chalut. Mais les gros bateaux et les gros industriels sont surreprésentés dans les instances de gouvernance de la pêche aujourd'hui en France, et donc ont un poids prédominant dans les discussions qu'aujourd'hui on mène et dans les réticences qu'ont aujourd'hui un certain nombre de politiques à ce qu'on change dans notre système de protection et de gestion durable de la pêche. Parce que ces gros industriels, ils n'ont pas intérêt à ce que le modèle change. Ils ont intérêt à, à pêcher toujours autant, essayer de pêcher plus, qui est une aberration, puisque on parle d'une ressource sauvage qui, lorsqu'elle est surpêchée, eh bien, en fait, va diminuer. Et donc, en fait, on diminue les rendements et la réalité de la pêche ces dernières 70 ans, c'est la dernière, lors du dernier siècle, en gros, la réalité, c'est que on pêche les mêmes quantités avec des techniques toujours plus développées. Et il y a des études qui ont été menées et qui montrent que par Callum Roberts, qui a comparé la pêche dans les années 1880 et la pêche aujourd'hui, avec donc des bateaux qui sont quand même pas du tout les mêmes. Et ben en fait, c'est les mêmes quantités. C'était dans l'Atlantique Nord. C'est les mêmes quantités qui étaient pêchées en 1880 que les quantités qui sont pêchées aujourd'hui. Et c'est l'une des problématiques qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, on oublie comment c'était avant. Et ce sera peut-être une de mes questions pour Daniel, qui travaille depuis très longtemps dans ce domaine. C'est-à-dire qu'en fait, on oublie quelle était la réalité de la pêche il y a encore 30, 40 ans en hexagone, des poissons, de la taille des poissons qui étaient pêchés. On l'a oublié et on pense que la situation aujourd'hui est la situation normale, alors qu'en fait, on est déjà dans une situation qui est dégradée. Voilà, je m'arrête là-dessus. Le deuxième article de ma proposition de loi, il porte sur deux choses. Demander une transition de la pêche au chalut de fond. On a absolument besoin de sortir du chalut, comme le disait Daniel. On a besoin de repenser notre modèle aujourd'hui de la pêche en France. Et puis, l'interdiction des bateaux de plus de 24 mètres de la bande des 12 000. C'est ces énormes méga chalutiers qui pêchent autant en une semaine que des pêcheurs artisans le feront en une année, voire même en toute une vie. Et ces bateaux, ils ont un impact majeur aussi d'un point de vue socio-économique, notamment dans la Manche, où les pêcheries vont très mal. Par exemple, à Boulogne, à Calais, il y a quasiment plus de pêcheurs artisans. Et c'est en partie lié à ces énormes bateaux industriels néerlandais qui pratiquent l'optimisation fiscale aussi aux Pays-Bas et qui viennent pêcher toute cette zone côtière de la Manche, alors que c'est des bateaux qui sont en plus énormes. En tant que tel, ils pourraient aller bien plus loin des côtes. Nous, on demande qu'ils soient aujourd'hui voilà, interdits d'aller pêcher dans les zones qui devraient être réservées aux pêcheurs artisans. C'est aussi une question. Et voilà. Et je pense que ce que j'essaye de dire à travers ce discours, c'est que l'enjeu aujourd'hui de la protection des océans, c'est bien sûr un enjeu de protection des écosystèmes, mais c'est aussi un enjeu socio-économique important,
parce que lorsqu'on parle de protection des écosystèmes aujourd'hui, on parle en fait aussi de l'emploi au final sur les côtes. On parle souvent du fait que la pêche, ce serait un emploi en mer, 6 emplois à terre. Eh bien, c'est très bien et il faut que ça continue. Sauf que au rythme à laquelle les écosystèmes sont aujourd'hui surexploités, notamment sur le territoire hexagonal, eh bien, on va dans le mur. Et donc, à un moment donné, si le modèle il ne change pas, eh ben, en fait, il s'effondrera. Donc, ce que nous proposons, c'est justement d'accompagner la pêche vers une pêche durable. Et un dernier point, parce que je pense que c'est important, on parle de la France deuxième espace marin du monde. Eh bien, cet espace, c'est parce que la France a des territoires un petit peu partout dans le monde. Et l'objectif de la proposition de loi, c'est pas que les aires marines protégées, elles soient toutes mises dans les outre-mer. On a besoin que cette protection, elle se fasse de manière juste pour tout le monde, que les écosystèmes soient protégés dans l'Hexagone et dans les outre-mer. Et donc, on demande à ce qu'il y ait 10% d'aires marines protégées par façade ou par bassin. Donc, qu'on ait 10% des écosystèmes de Méditerranée qui soient protégés, 10% sur la façade atlantique, 10% en Manche, 10% dans les bassins aussi des Outre-mer. Donc voilà, je pense que c'est aussi important de le mentionner. Merci beaucoup, Mathilde. C'était très intéressant comme toutes vos interventions. Et d'ailleurs, vous avez dans le chat, si vous voulez soutenir la proposition de loi de Mathilde Olivier pour la protection des océans, vous pouvez signer la pétition Marée humaine. Vous avez le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas si si ce n'a pas encore été fait. Vas-y, Mathilde. Oui. J'ai oublié de dire, ma proposition de loi, elle sera discutée le 12 juin au Sénat. C'est en plein pendant la semaine de l'ONU. Et juste pour dire, en fait, la France se donne une position à l'échelle internationale de protecteur des océans sur l'exploitation minière, par exemple, sur la signature du BBNJ, qui est un traité international qui a pour objectif aussi de mettre en place des aires marines protégées dans les eaux internationales. C'est très bien que la France soit volontariste sur le volet international, mais pour que ce soit crédible, il faut que ça soit accompagné de mesures fortes de mise en œuvre d'aires marines protégées sur le territoire national. Et c'est mon message principal. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ce que disait un peu Daniel aussi, puisqu'il disait qu'en fait, la France ne faisait pas grand-chose, si j'ai bien compris le message. Euh, Est-ce que vous vouliez intervenir rapidement ou je pose quelques questions? Donc, on avait plusieurs questions. Alors, moi, j'avais aussi envie de demander justement à Daniel Poli si la situation de la biodiversité avait beaucoup changé par rapport à l'évolution depuis vous avez commencé à travailler sur le sujet. Il y a aussi des questions sur la pollution, la contamination au microplastique, en particulier en Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est très impactant? Est-ce qu'on voit cette euh, 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 pollution? Comment mettre en place une véritable protection pour les États? Bon, vous avez un petit peu répondu à ces questions, Mathilde et Daniel. Mais donc voilà, première question, est-ce que la situation de la biodiversité a beaucoup évolué? Comment est-ce qu'on peut la voir aujourd'hui? Si Daniel veut bien essayer de répondre C'est rapidement. à Merci. moi? D'accord. Alors, l'année passée, j'ai passé 3 mois au Ghana, euh, un, une année sabbatique, 3 mois sabbatique en fait. Et j'ai visité la lagune où j'ai fait en 71, je suis vieux, 71, le travail de terrain pour ma thèse de master. J'étais un étudiant en Allemagne à l'époque. Et cette lagune n'existe plus. C'était une petite lagune avec une pêcherie locale. Et cette lagune, elle était ouverte sur la mer et sur l'eau douce. Donc, c'était de l'eau saumâtre. Il y avait des poissons, différentes tolérances à la salinité. Il y avait une pêcherie, il y avait des pêcheurs, il y avait tout. Et elle a disparu. Et 40 autres lagunes le long de la côte du Ghana ont disparu. Maintenant, c'est la brousse et des ordures qui bouchent
le canal, le chenal entre la mer et la lagune. Donc, elle a disparu. C'était une réserve Ramsar, c'est-à-dire une réserve qui était censée protéger 66 espèces d'oiseaux migrateurs. Et elle n'a pas disparu parce que personne ne le savait. Il y a eu des campagnes de presse au Ghana et euh, la communauté internationale et le gouvernement ghanéen n'est jamais intervenu. Alors, ça m'a foutu un coup de poing dans le ventre. C'était parce que j'ai travaillé sur cette lagune, j'ai publié sur cette lagune, mais elle n'existe plus. Mais en fait, ce n'est qu'une statistique parmi des milliers d'autres statistiques. C'est la disparition des moustiques, non, des insectes en France et ailleurs. C'est aussi connu. Donc, il y a un changement énorme. Et ce changement énorme, il n'est pas perçu parce que chaque génération a tendance à percevoir le monde comme il est quand, disons, à l'adolescence. Et après, le changement qui a lieu au cours d'une vie, on le perçoit bien sûr et on réagit à ce changement, mais on ne réagit pas quant au changement que nos parents ou nos grands-parents ont vécu. Et j'appelle ça shifting baseline, c'est-à-dire un changement de notre point de référence. Et ce changement de point de référence, c'est un papier que j'ai écrit en 95 et qui est devenu très connu. Et je retrouve cité partout parce que il est parfaitement adéquat pour décrire le désintérêt que chaque génération expérience vis-à-vis du passé. Et, et donc, on a des situations absurdes. Par exemple, si vous prenez le thon rouge été réduit d'une densité, disons, ou d'une abondance, disons, il y a 100 ans, elle était de 100, il y a une centaine d'années. Eh bien, dans, dans les années 80, les thons rouges, ils étaient à 1 ou 2% de leur valeur il y a 100 ans, dans les années 80. Ensuite, il y a eu une prise de conscience. On a des ennuis avec l'entrée rouge, on a réduit les quotas et ils ont augmenté jusqu'à 4-5% de ce qu'ils étaient auparavant. Donc de 2 à 4 ou 6%. Voilà. Alors, pour un jeune homme qui travaille, peut-être qu'il y a des jeunes femmes qui travaillent aussi, qui pêchent aussi, mais pour une jeune personne qui travaille sur le thon, l'impression, c'est qu'ils n'ont jamais vu autant de thon. Alors, ils vous le diront, et quand il y aura une enquête sur les tons, ils vont dire, avec la foi, toute toute la sincérité dont ils sont capables, qu'ils n'ont jamais vu autant de tons. Mais ils ont complètement, on ignore complètement le fait que les tons, ils sont à 6% maintenant de ce qu'ils étaient avant. Et c'est la même chose au Canada, où on a perdu un stock de 2 millions de tonnes de morues qui ont été pêchées pendant 450 ans. De 1508, à partir de 1508, on a des données fiables de pêcheries françaises, anglaises et autres qui allaient au Canada, à ce qui est maintenant le Canada, pêcher de la morue. Et à partir des années 4, ils pêchaient à peu près 100 000 à 200 000 tonnes. Et à partir de 1950, on a envoyé des chaluts d'Europe et de la Russie, de l'Allemagne, de France et tout. Et ces chalutiers ont démoli l'abondance de la morue et les Canadiens ont dû fermer la zone, ils ont créé une zone économique exclusive avant l'heure, en 79, mais ils ont utilisé l'absence de pêcheurs étrangers pour pour bâtir une flotte de chaluts nationaux. Alors, ces chalutiers ont donné le coup de grâce aux poissons et en 92, ils ont dû fermer la pêche à la morue. Alors maintenant, la morue, au lieu d'en avoir 2 millions de tonnes, on en a à peu près 50 à 100 millions de tonnes et les quotas continuent à être trop élevés. Donc, ils ne se remettent pas. Et maintenant, un jeune chercheur ou un jeune membre d'une ONG sur l'océan, ils vont croire que les morues,
a des poissons qui produisent 50 000 tonnes par année, ou 200 000, ou 20 000 tonnes, ou 10 000 tonnes, alors qu'en fait, ils produisaient 100 000, 200 000 tonnes. Mais on a exagéré, on a capturé en 1960, 70, 800 000 tonnes par année. Et donc, ça a détruit le stock. Et ça, ce shifting baseline, c'est vraiment une pathologie parce que la gestion des pêches ce ne fait on l'a fait avec 20 ans de retard, 20 ans de données antérieures. Et donc, on gère une misère alors qu'on pourrait rebâtir les stocks par des aires marines protégées, par une bonne gestion. Et il n'y avait que les États-Unis qui avaient une loi qui permettait ça. Parce que, c'est mon dernier point, si on a des quotas faibles, eh bien, les stocks remontent et rebondissent. Et aux États-Unis, c'était la loi. C'était la loi et il fallait que les quotas soient assez faibles pour pouvoir reconstituer le stock jusqu'en 10 ans. Maintenant, avec Trump, tout ça, ça va disparaître et les aires marines protégées aussi, mais c'était le seul pays du monde qui avait une loi effective. Ici, on a une loi aussi qui dit qu'on doit reconstituer les stocks, mais les ministres peuvent intervenir pour reformuler les quotas qui sont toujours plus élevés. Donc, il existe des lois, il existe des systèmes pour reconstituer les stocks, mais on ne les utilise pas. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on est déjà largement dépassé le temps. Je vais juste poser, il Je y a suis beaucoup de désolé. questions. Non, non, c'est à tout le monde. Il y a beaucoup de questions très, très précises, assez, donc on va pas pouvoir y répondre. Je suis tout à fait désolée. Je voulais juste euh, poser une question un peu générale, peut-être plus pour Mathilde, sur le rôle de la France et de l'Europe à l'international et est-ce que notre voix compte? Qui reprend un peu plusieurs questions autour de notre rôle Mhm. politique. Merci. Alors oui, bien sûr, la voix de la France compte puisque nous sommes le deuxième espace maritime marin et que le premier, les États-Unis, sont en train de revenir sur toutes les réglementations qu'ils avaient en vigueur et qui étaient au final en tout cas moins mauvaises que nous. Je sais pas comment Daniel l'évalue, s'il considérait que la politique américaine en la matière était bonne, ou alors en tout cas, voilà, en tout cas euh, voilà, permettait d'avancer quand même en partie sur certains aspects. Maintenant, on est le deuxième espace maritime et on est tout seul face au premier, aux États-Unis, qui ont annoncé avec l'administration Trump qu'ils allaient relancer l'exploitation, enfin lancer l'exploitation des fonds marins pour la recherche minière, ce qui est une aberration et un grand danger pour nous tous à l'échelle internationale. Et juste dire un mot là-dessus, parce que là, on a surtout parlé d'aires marines protégées, mais c'est un aspect qui est vraiment important, et ce sera l'un des enjeux du sommet des Nations Unies dans quelques semaines. On a absolument besoin de se battre contre cette exploitation minière des océans, puisque à partir du moment où on commencera, à partir du moment où des entreprises vont aller dans les eaux internationales exploiter les fonds marins, en fait, on atteint un point de non-retour. Parce que ce sont des zones qui ne sont aujourd'hui pas réglementées en la matière. Il y a donc un moratoire qui a été lancé pour demander l'interdiction de l'exploitation de ces fonds marins. Et donc, la voix de la France en la matière est très importante. Sur les aires marines protégées, et sur un petit peu moins, puisque notre niveau de protection aujourd'hui, il est assez faible et on a des lobbies qui sont très forts et qui freinent toute mise en œuvre de vraie protection de nos espaces. Et donc, comme le disait Daniel lors des dernières négociations sur des COP biodiversité et ben en fait, la France, oui, a porté un objectif de 30% d'aires marines protégées, mais la réalité, c'est que la protection notamment stricte, qui est, d'après de nombreux chercheurs, la plus efficace pour une vraie régénération des écosystèmes marins, eh bien aujourd'hui, elle n'est pas poussée à l'échelle internationale par la France et donc on est quand même aussi dans une
voilà, dans une problématique en la matière. Et peut-être juste pour réagir là-dessus, parce que c'est un point que j'avais pas vraiment évoqué, en fait, on est actuellement dans une situation qui est très paradoxale, c'est-à-dire que on a indiqué sur le papier qu'on avait 30% d'aires marines protégées qu'on ne protège pas, qu'on ne devrait même pas appeler aires marines protégées, puisque en fait, ça ne l'est pas, elles sont pas protégées, un certain nombre, elles ne sont protégées par aucune mesure. Euh, et en fait, on se retrouve dans une situation où du coup, on se dit collectivement, et c'est normal en tant que citoyen, on se dit, mais alors à quoi bon avoir des aires marines protégées si on ne les protège pas? Et sauf qu'en fait, ces zones, elles sont tellement importantes que la pression des flottilles, des pêches locales qui sont entourées potentiellement d'aires marines protégées, elle est très forte en disant non, 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 mais avancez pas sur les aires marines protégées parce qu'en fait, sinon, nous, notre activité s'effondre demain. Et donc, en fait, on est dans ce paradoxe-là aujourd'hui qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. Et c'est un peu ce qu'on essaye avec cette proposition de loi de faire bouger le momentum et d'avoir des exemples qui soient efficaces, qui montrent que ça fonctionne aussi en France, que c'est possible de mettre en place aussi sur la façade atlantique des aires marines protégées et une fois qu'on aura mis le pied dans la porte, une fois qu'on aura pu démontrer que ça fonctionne, et ben en fait, ce qui est montré en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, eh bien, c'est qu'en fait, les pêcheries elles-mêmes demandent la mise en place d'aires marines protégées puisque ça a un effet positif sur leur pêche. Voilà. Donc oui, la voie de la. Après, sur le volet européen, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le volet européen. Bien sûr, c'est aussi important. Il y a des situations qui sont différentes d'un pays à l'autre. Je ne reviens pas plus en détail là-dessus. Mélissa Camara, qui est eurodéputée, suit ces questions depuis. Voilà, avant, on avait Caroline Rose, qui était aussi une eurodéputée qui s'était très engagée sur ces questions. Merci beaucoup, Mathilde. Je crois qu'on va euh, s'arrêter là. On a beaucoup d'autres questions, mais on les a notées. On y répondra. Si vous voulez nous accueillir, pardon. Si vous voulez nous euh, avoir des informations ou vous connecter avec nous, donner nos, les différents moyens. Je crois qu'il y avait une slide, si Constant veut la mettre. Donc, vous pouvez nous écrire sur le chat, il y a écrit, vous pouvez nous écrire à hdf@elv.fr. N'hésitez pas et on essayera de répondre à toutes vos questions. Elles sont notées, on les a bien notées. Le webinaire a été enregistré, donc on pourra répondre à vos questions de manière écrite, puisque là, on a déjà passé un bon moment. C'était très, très intéressant. Donc, vous pouvez, je vais rappeler rapidement, soutenir Marée Citoyenne, donc la pétition lancée avec Mathilde Olivier pour soutenir sa proposition de loi. Vous pouvez bien sûr vous engager localement, là où vous habitez, avec nous, les écologistes, mais aussi dans des associations. Vous pouvez nous rejoindre, soutenir les écologistes et nous écrire ou nous suivre, nous écrire à hdf@elv.fr. Nous vous Et remercions vraiment beaucoup. Oui, vas-y Mathilde. non, juste rajouter, Sabine, que on est face à des résistances qui sont très importantes au Parlement, parce que nous, ici au Sénat, on est 16 écologistes sur 348 sénatrices et sénateurs. Et donc oui, l'engagement, qu'il soit associatif ou politique, il est très important parce qu'en fait, tant qu'on est aussi minoritaire pour faire avancer ces questions, et ben en fait, voilà, on se heurte à des résistances qui sont très importantes. Et donc voilà, on a besoin de vous et on a besoin de votre engagement. Voilà. Et engagez-vous et votez l'année prochaine aux élections consulaires qui sont très importantes pour soutenir nos sénatrices en particulier et en avoir encore plus de représentants écologistes partout dans le monde. Donc, merci beaucoup à Daniel, Géraldine et Mathilde. C'était très intéressant, passionnant. Merci d'avoir tous et toutes été là, toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire et nous espérons pouvoir organiser d'autres webinaires très prochainement. Merci à vous tous et bonne chance Mathilde pour cette proposition de loi. On te soutient tous très très fort. Bonne journée et bonne nuit Au à ceux qui revoir. vont se Merci à coucher. toi, Au revoir à Sabine. tout le monde.